Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 253, à propos d'Henri Brock. Oui, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu d'Henri Brock et de la zététique version Brock. La raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est parce que c'est clair que, je veux dire, c'est pas un secret que je ne suis pas un très grand fan d'Henri Brock. Et comme c'est un sujet que j'ai tendance à éviter sur le podcast ou sur mon blog. Mais récemment, j'ai été amené à en discuter un peu sur Twitter. Enfin, c'est des discussions que j'ai eues aussi en face à face avec pas mal de gens. À un certain moment, je pense quand même que je dois en parler clairement sur le podcast plutôt que de tourner autour du pot. Bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu qui fâche, surtout du côté des Français forcément, parce que je crois qu'il y a un aspect très émotionnel connecté à cette question, qui est que si on est devenu un sceptique ou un zététicien en lisant Brock, on est attaché un peu à la... Voilà, quoi, c'est quelqu'un à qui on a un attachement émotionnel, je dirais, en tant que figure. Et donc, après, c'est toujours la question aussi de la critique en interne au mouvement. Je veux dire, en théorie, on est tous pour dire, oui, on doit pouvoir se critiquer les uns les autres, et en pratique, quand on le fait, ça se passe généralement mal, parce qu'on est des êtres humains comme tous les autres, quoi. Hein. Donc, ceci étant dit, voilà, j'avais juste envie de mettre un peu à plat certaines choses qui font que je ne suis pas un très grand fan d'Henri Brock, en essayant de les expliquer les plus calmement et les plus simplement possible. Évidemment, ça n'engage que moi, hein, ça n'engage absolument pas ni Nicolas Gauvry, ni Thomas Guillot, ni n'importe quelle autre personne avec qui j'ai travaillé sur ce podcast. Juste un peu pour revenir en arrière, c'est vrai que j'ai découvert la zététique version Brock durant mes études universitaires, et de manière assez parlante. Donc j'avais lu le livre, son ouvrage Le Paranormal, qui était sorti à l'époque, et j'avais pas été spécialement convaincu par l'ouvrage, en fait, hein. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout devenu un sceptique ou un zététicien via Brock. Et puis je suis allé aux États-Unis. En fait, c'est plus en interagissant déjà avec Éric Maillot, hein, sur Internet. Je trouvais que Éric Maillot était vraiment... C'est probablement celui qui m'a le plus en premier initié au scepticisme. Puis Jacques Scorno, enfin c'est tous les ufosceptiques dont je vous parle qui m'ont beaucoup plus convaincu de l'intérêt de la démarche sceptique. Et quand je suis allé aux États-Unis, là j'ai découvert Skeptical Inquirer, Skeptic Magazine, etc. Et donc c'est plutôt à ce moment-là que j'ai décidé où j'ai commencé à me dire sceptique vraiment. Parce qu'en fait, donc ça c'est un aspect important qui va revenir dans cette discussion, c'est que moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'étude scientifique du paranormal, que ce soit le phénomène OVNI ou le reste, quoi. Mais donc dans les points que je vais discuter avec vous aujourd'hui, les choses qui me dérangent un peu du côté de Brock, et j'envisagerai certains contre-arguments, hein, parce que je veux dire, j'en ai souvent discuté avec des gens qui défendent Brock, donc je connais les contre-arguments classiques. Donc le premier, évidemment, c'est l'absence de publication scientifique. Je mentionne juste les points et puis on en discutera après. Le deuxième, c'est la nature incohérente du projet zététique. Le troisième, c'est la question de l'enseignement de la pédagogie de l'esprit critique. Comment est-ce qu'on enseigne l'esprit critique aux gens? Le quatrième point, c'est le prix défi, et qu'est-ce que le prix défi peut prouver ou ne pas prouver. Le cinquième point, et là c'est plus pour évoquer un contre-argument, en fait, c'est que Henri Brock était ce qu'il a écrit ou ce qu'il a fait était valable dans les années 80, parce que dans les années 80 il n'y avait que lui qui faisait ça. Donc c'est une question de temporalité, je dirais. On en rediscutera après. Mais... Donc le contre-argument qu'on m'oppose, c'est toujours de dire oui, mais
dans les années 80, blablabla, quoi. Et puis, je terminerai en disant un truc que j'aime bien chez Brock. Parce qu'il y a quand même évidemment des tas de trucs que j'aime bien chez Brock, hein. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas faire l'impasse sur le reste. Pour le premier point, c'est l'absence de publications scientifiques. À ma connaissance, j'ai peut-être loupé un article, hein, mais donc je parle ici d'articles. On va revenir, hein. Donc la zététique, ça peut être deux choses. On peut le voir comme deux choses, comme une pédagogie de l'esprit critique, ou comme l'étude scientifique du paranormal. On en reparlera dans le second point, mais on va dire sur ces deux sujets-là, est-ce que Henry Brock a publié beaucoup d'articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, hein, puisqu'en fait c'est toujours la question, on se présente comme un expert dans un domaine. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'il est un expert. Je veux dire, c'est des sujets dont on a couvert sur le balado, hein. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures, hein. On dit oui mais tel auteur ne fait pas de publication dans les domaines sur lesquels il communique dans les médias de masse. La question se pose aussi pour les sceptiques, hein, dans quelle mesure les sceptiques qui s'expriment sur des sujets sont des experts eux-mêmes. Brock, à ma connaissance, il a au moins publié un article qui s'appelle « Les prisons de l'esprit ». Et je l'ai trouvé, il l'a publié, c'est un peu de mémoire, hein, mais donc je l'ai au moins vu dans son livre Le Paranormal, il l'a remis dans un chapitre de Devenez sorcier, devenez savant, il l'a publié dans la revue Agon, je crois l'avoir vu passer en anglais dans Skeptical Inquirer. Donc c'est un article qu'il a vraiment bien capitalisé, hein. Il l'a publié je pense qu'il l'a publié au moins 3 fois dans 3 endroits différents, au minimum. Et donc cet article-là, en fait, c'est son article où il se plaint que les gens se croient de plus en plus au paranormal, en tout cas même dans les milieux universitaires. Et en fait, c'est une analyse de résultats que un ou deux autres sociologues ont récolté. Donc il a repris les données de ces sociologues et il les a réanalysées en les commentant pour dire l'approche classique, mais que les gens sont irrationnels, etc., quoi. Donc c'est pas d'étonner qu'il a récolté lui-même, il a refait l'analyse, il a refait des analyses sur les données récoltées par les autres, je ne sais plus très bien les nombres. Donc c'est ni un article vraiment de pédagogie de l'esprit critique, qui c'est pas non plus un article sur le paranormal, c'est sur la croyance au paranormal, donc ça relèverait de la psychologie de la religion ou de la psychologie anomalistique, mais donc il l'a publié seulement dans des livres, ou alors donc voilà, si on est un peu plus généreux, on va considérer qu'Agon et Skeptical Inquirer sont des revues scientifiques, ce qu'elles sont pas vraiment, hein. Le peer review c'est pas vraiment très peer review, quoi. S'il l'avait publié dans une revue de psychologie de la religion, ça aurait été déjà mieux, ou de psychologie anomalistique, mais bon. Donc voilà, à part ça, j'ai pas vu passer grand chose au cours des années, en tout cas en termes de vraiment strictement publication scientifique. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que, par exemple, quand je critique August Mason sur les ovnis, il fait des tas d'affirmations à propos du phénomène ovni, et un de mes contre-arguments classiques, c'est de dire oui, mais il a rien publié dans des revues scientifiques à peer review. Il a juste publié ça dans des revues ufologiques ou dans des livres. Enfin, oui, c'est ça, dans le livre de la COBEPS, par exemple. Donc, si c'est un argument qu'on utilise contre les tenants de certaines hypothèses en ufologie ou en parapsychologie, etc., je vois mal comment ça ne pourrait pas être un problème de notre côté. Alors contre-argument classique, hein, deuxième contre-argument, c'est pas grave parce que Brock serait juste un vulgarisateur. Ok, je veux dire, ça peut être un argument, mais faudrait voir si c'est clair dans l'esprit des gens que c'est juste un vulgarisateur. Et le problème aussi, c'est qui vulgarise-t-il? Donc à ce moment-là, s'il vulgarise les travaux d'autres personnes, dans quelle mesure est-ce que c'est clair pour les lecteurs? Est-ce qu'il le fait bien? Là, ça revient sur un problème récurrent dans ces livres, qu'il y a peu de références, hein, dans Devenez sorcier, devenez savant, par exemple, mais pas tellement de sources, c'est très peu référencé, quoi. Enfin, je vous invite à comparer avec un livre comme le livre de Michel de Pracontal, hein, parce que Imposture scientifique en dit le son, par exemple, dans Imposture scientifique en dit le son de Michel de Pracontal, il vulgarise, donc il fait des revues de la littérature, il
il présente certaines thématiques, mais je veux dire, c'est blindé de sources, quoi. On sait très bien de qui il prend, quelles idées, etc. De toute façon, bon, si on dit, ok, c'est juste un vulgarisateur, mais ça remet les choses en perspective, mais je suis pas sûr que tout le monde présente ça comme, se l'imagine comme ça, quoi. Alors, le problème de la nature incohérente de la zététique, c'est vrai que c'est la question de savoir c'est quoi la zététique, même le scepticisme, c'est un problème avec le scepticisme en général. Mais c'est encore plus fort, c'est cristallisé dans la zététique avec un double projet qui est d'un côté l'enseignement de la pensée critique et de l'autre l'étude scientifique du paranormal. Alors quand j'aborde ce point, on me dit mais non, c'est clair, en fait la zététique c'est juste l'enseignement de la pensée critique. Si vous prenez la thèse de Richard Monvoisin, il va vous expliquer que la zététique c'est une méthode d'enseignement de la pensée critique. Moi j'aime toujours rajouter une méthode parmi d'autres d'enseignement de la pensée critique. Évidemment, si on me dit ça, je suis d'accord, mais alors, pourquoi, si le but c'est d'enseigner la pensée critique, pourquoi consacrer ces livres au paranormal? Évidemment, c'est une idée qu'on trouve chez certains sceptiques américains, c'est-à-dire que le paranormal serait une gateway drug. Donc, une gateway drug, c'est une drogue qui te fait passer à une autre drogue. Par exemple, tu prends du cannabis et puis ça te ferait passer à l'héroïne. Et donc le paranormal ne serait qu'une excuse pour introduire les gens à la pensée critique ou à la méthode scientifique, etc. Mais ça me pose problème à différents niveaux parce que donc ça veut dire clairement la zététique c'est pas l'étude scientifique du paranormal. Quand je dis ça, on me dit mais oui c'est évident que c'est pas l'étude scientifique du paranormal. Ok, mais c'est encore quelque chose que je lis régulièrement et que j'entends régulièrement. Ça fait partie des phrases du type la zététique c'est l'art du doute, c'est l'étude scientifique du paranormal, etc. Non, en fait, la zététique c'est une méthode pédagogique de l'enseignement de la pensée critique, ça c'est ce que la zététique est vraiment. Et alors, l'approche gateway drug, ça m'a toujours dérangé parce que moi ce que je défends c'est pratiquement la position inverse, c'est que l'étude scientifique du paranormal devrait être une étude d'un sujet comme un autre. Ça ne devrait pas être fait dans l'objectif d'initier les gens à la pensée critique ou d'introduire les gens à la méthode scientifique, etc. Je veux dire, le paranormal c'est un sujet comme un autre, il devait être étudié de la même façon. Donc ça c'est sur le plan de la démarche, je suis pas d'accord parce que je pense que un des problèmes c'est justement l'étude scientifique du paranormal a sociologiquement une connotation particulière. Mais même sur le fond, je pense que est-ce que enseigner la pensée critique via le paranormal est une bonne idée, le débat sur le paranormal, ce serait une bonne idée si le débat sur le paranormal était facile et aisé, je dirais. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on rentrait réellement dans le débat, c'est-à-dire qu'on dépasse un peu les réponses simplistes, c'est un débat extrêmement complexe. Et si on va commencer à parler des méta-analyses, de l'épistémologie bayésienne, etc., les discussions qu'il y a réellement actuellement autour de la parapsychologie et de l'existence du psy, on n'est plus vraiment dans des débats faciles, où ça me paraît pas être le genre de choses qu'on doit forcément aborder si le but c'est d'enseigner la pensée critique aux gens. Ce qui nous amène au troisième point, qui est la question de la pédagogie de l'esprit critique. Donc, une des choses qui rend zététique, c'est un ensemble d'effets. Ne me demandez pas de connaître les noms, j'ai toujours trouvé les noms relativement ridicules et sans intérêt. Ces listes d'effets, évidemment, on nous présente ça comme faisant partie de la méthode scientifique, alors qu'en réalité, pour moi, ça relève clairement de la philosophie. Mais évidemment, il y a une discipline qui faisait ça bien avant que la zététique n'arrive, c'est simplement la philosophie. Je veux dire, tous ces effets, ça vient juste de la logique, qui est un domaine classique de la philosophie. Et je veux dire, comment penser correctement, c'est classiquement ce qu'on fait en logique, en rhétorique. C'est des domaines classiques de la philosophie. Je veux dire, on n'a pas besoin de la zététique pour ça. L'intérêt de rebaptiser d'un nom plus, entre guillemets, simple, certains raisonnements fallacieux qui ont été identifiés en philosophie. Le problème, c'est que les nouveaux noms ne sont pas forcément plus transparents que les anciens, style effet bistandard, effet paillasson. Il faut quand même lire la description pour savoir à quoi ça correspond. Donc,
Je suis pas convaincu. Personnellement, je pense que... Donc c'est ça un peu la question. La question, c'est comment est-ce qu'on doit enseigner la pensée critique aux gens. Je pense que l'enseignement de la pensée critique, ça vient nécessairement par l'enseignement de la philosophie, en fait. Et au niveau des méthodes, maintenant, il y a la pratique de la philosophie avec les enfants et d'autres choses. Oui, le problème des listes d'effets, etc., c'est que ça présente des réponses simplistes à des questions complexes. C'est ce qui est toujours le problème, selon moi. Par exemple, on a l'impression que le rasoir d'Occam, voilà, il s'applique comme ça, c'est facile, ça résout tous les problèmes. Alors que employer correctement le rasoir d'Occam est extrêmement compliqué. Il faudra qu'on en reparle un autre jour, mais ça n'a rien de simple, en fait. Je veux dire, c'est comme de dire, un autre exemple, la méthode scientifique rejette d'office le surnaturel à cause du naturalisme méthodologique. C'est super, mais je veux dire, c'est toujours des sortes de raccourcis cognitifs. C'est un peu ce que j'aime appeler ceux du vocabulaire de Bruno Latour, des mensonges aux enfants. C'est des réponses faciles comme ça, mais qui ne problématisent rien. En fait, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étudier le surnaturel d'un point de vue scientifique. Il y a des épistémologues qui défendent qu'en fait on peut étudier le surnaturel d'un point de vue scientifique, simplement le surnaturel a échoué au test, donc en fait c'est empiriquement qu'on a rejeté le surnaturel et pas sur un principe a priori comme ça. Donc en fait il y a moyen de réfléchir sur tout ça, mais ces listes d'effets, tout ça, ça nous donne l'impression que voilà. On a eu un peu ça dans une des dernières vidéos de Lazarus. Comment est-ce que vous savez qu'il n'y a pas eu de complot lors du 11 septembre 2011 ? C'est simplement parce que vous appliquez le rasoir d'Occam. Il y a une explication complexe, la théorie de la conspiration, une hypothèse simple, celle que les événements se sont déroulés tels que les historiens du consensus scientifique classique le considèrent, donc il faut choisir. Tout ça est trop simpliste pour être vraiment... Donc le problème aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par rationalité, esprit critique. Et moi je dis toujours, on est obligé d'enseigner aux gens la complexité des débats. Si on leur donne des réponses, si on leur donne un permis de conduire dans une pochette surprise, ça fonctionne pas. Les réponses faciles, c'est un peu comme... donner un poisson à un homme et il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Les réponses faciles, c'est comme si on lui donne un poisson maintenant. Je te donne un raccourci là, voilà, rejette les théories de la conspiration avec le rasoir d'Occam, pouf, voilà, c'est bon. Oui, mais en fait, on lui a pas appris réellement à penser de manière critique. Je veux dire, la pensée critique, c'est un chouïa plus compliqué que ça. Ce qui nous amène ensuite à la question du prix défi. Alors la question du prix défi, c'est un argument qui est invoqué par pas mal de gens pour... la parapsychologie, c'est pseudo-scientifique, et le prix défi a prouvé que le paranormal n'existe pas. C'est encore une fois un peu dans des raccourcis comme ça. Basiquement, dans les choses qui me dérangent à propos du prix défi, chez Brock particulièrement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de publié. Si vous avez un rapport qui détaille les méthodologies, les résultats de toutes les expériences qui ont été réalisées dans le prix défi, envoyez-moi le PDF, je le lirai avec attention, mais à ma connaissance, en termes de publication, il n'y a pas grand-chose. En gros, on doit le croire sur parole. Voilà, j'ai fait des tests, j'ai rien trouvé. Et quand je parle de publication, je suis pas encore dans des publications scientifiques. Je veux dire, ce serait déjà pas mal qu'on ait un compte rendu de toutes les expériences et de leurs résultats, par exemple. Si vous voyez du côté du CNEGU, le groupe d'ufologues auquel je participe, quand ils font l'opération Saros ou les recherches qu'ils ont menées, ils font des rapports extrêmement détaillés de tout ce qui a été fait. C'est pas super gai à lire, c'est bon. Mais, je veux dire, l'information est là quelque part. Pour le prix défi de Brock, on sait pas trop ce qui a été fait, comment ça a été fait, etc. Pour James Randi, c'est déjà un peu mieux, parce qu'il a quand même publié certains comptes rendus dans Skeptic Magazine, sur le net,
Et puis il a réalisé certains des tests en public, à TAM, etc. Donc il y a un peu plus de transparence. C'est pas encore optimum, mais alors de manière amusante, c'est parce que on attend toujours un livre des deux côtés. James Randi a annoncé un livre qui parlerait du prix des filles de manière détaillée, qui devrait être écrit par un de ses collaborateurs, mais à ma connaissance, il n'est pas encore sorti. Et je pense que chez Brock, j'avais vaguement entendu aussi parler d'un livre de ce type-là, qui, à ma connaissance, n'est jamais sorti. En plus, maintenant, Brock a quand même la collection Une chandelle dans les ténèbres. De toute façon, un PDF, à notre époque, un PDF, tu mets ça sur un site internet. C'est ce que font la bande du CNEGU, hein, c'est pas très... Il faut rédiger le document, oui, mais bon... Ça, c'est une chose. Ensuite, bon, de toute façon, on n'a pas d'informations de ce type-là sur toutes les expériences, enfin, sur la grande majorité d'expériences, on ne sait pas ce qui a été fait. Mais, bon, évidemment, même si on publie un PDF, c'est pas publié dans la littérature scientifique, quoi. Donc, certaines des expériences qui ont été menées ça aurait été pas mal que Brock essaye de les publier dans des revues de psychologie analmestique, de parapsychologie, etc. Bon, là, on revient sur la question du manque de publications scientifiques. Puis bon, le prix des filles, évidemment, ça a plus une valeur rhétorique dans le mouvement sceptique qu'une valeur vraiment scientifique. Je vais rapidement expliquer pourquoi. Parce que simplement, la science, quand on lit une épistémologie de la méthode scientifique, il n'y a jamais vraiment un chapitre sur les prix des filles dans la science, quoi. C'est pas quelque chose qui se pratique dans la méthode scientifique, c'est quelque chose qui se pratique pratiquement uniquement dans le débat autour du paranormal. Rien que pour ça, c'est problématique. Pourquoi est-ce que le paranormal serait un domaine un peu différent comme ça? Bon, c'est un contre-argument de base, hein. Mais je veux dire, voilà, c'est généralement aussi un raccourci cognitif. Le prix des filles existe, ou en tout cas a existé, mais enfin celui de James Randi existe toujours. S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir paranormal, il aurait réussi le test, donc le paranormal n'existe pas. Ça permet de tenir ce raisonnement-là, qui tient, comme je vais rapidement le préciser, moyennement la route. L'intérêt des prix des filles, je l'ai déjà mentionné même récemment sur le balado, c'est la protection du consommateur. Ça, c'est très bien, parce que je suis pas contre les prix des filles, je suis pour les prix des filles, mais pour autant qu'ils soient bien cadrés et qu'on sache bien de quoi on parle. C'est vrai que si quelqu'un fait une publicité d'un certain type et dit je suis capable de faire ceci ou cela, ça vaut la peine de tester la publicité en question et de voir s'il est vraiment capable de faire ceci ou cela. Et donc dans une optique de protection du consommateur, si un voyant dit je suis capable de fournir tel service payant que je fais payer à mes consommateurs, eh bien on peut le tester et voir si ce qu'il nous vend est en fait mérite l'argent qu'il demande pour le service donné. Donc dans cette optique-là, qui est une optique légèrement différente qu'une optique purement scientifique, je suis à 200% pour les prix des filles, dans une optique de protection du consommateur. Alors les problèmes au niveau de l'argumentation, le paranormal n'existe pas à cause des prix des filles, c'est que évidemment il se pourrait très bien que, en fait ça teste, donc je rappelle ça teste ce que les pratiquants, donc les voyants, les sorciers, etc. pensent être capables de faire. Mais évidemment, il se pourrait très bien que les capacités paranormales ou que les phénomènes paranormaux existent sans que les individus qui se prétendent voyants, etc., ne soient capables d'évaluer objectivement leur propre capacité. C'est tout à fait possible. Donc, l'un n'implique pas l'autre, quoi. Déjà, tous les parapsychologues acceptent l'idée qu'il y a des pseudo-voyants, des faux voyants, des faux médiums, etc. Donc ça, c'est même pas à discuter, quoi. Je veux dire, ça fait consensus. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des faux voyants, des faux médiums, etc. Des gens qui simulent par des techniques de mentalisme des dons paranormaux. Mais donc, au-delà de ça, la question, c'est théorique, en fait. C'est de dire, est-ce que si le psy existe, donc capacité, perception extrasensorielle, psychokinèse, etc., est-ce que certaines personnes seraient capables d'évaluer leur capacité à utiliser ces capacités? Ça n'a rien d'automatique, en fait. On pourrait très bien imaginer que le psy existe sans que les gens ne puissent... qu'il se manifeste de manière tellement chaotique et imprédictible ou incohérente, comme ça, enfin, je veux dire, que
que personne ne soit vraiment capable d'évaluer sa capacité à l'utiliser, ou que les gens comme les médiums, etc., parce qu'ils mélangent le psy avec des techniques de mentalisme, s'illusionnent sur leur capacité réelle. Donc finalement le prix défi, ça ne prouve pas que le psy n'existait pas. C'est même pas la fonction du prix défi. Comme je l'ai dit, la fonction du prix défi est un prix défi sceptique, c'est de la protection du consommateur. La question n'est pas de déterminer si les capacités paranormales existent, la question est de savoir si quelqu'un qui fournit un service est capable de réaliser ce service. Donc c'est vrai qu'en parapsychologie, il y a deux grandes manières d'aborder les choses. Hein. Il y a les techniques de prix défi, tester les voyants, etc. Et puis étudier le psy de manière séparée. Classiquement, les sceptiques préfèrent ce qui est la première version. Et classiquement, les gens qui sont pas trop du mouvement sceptique préfèrent l'autre version. Moi, je suis pour les deux versions. Je pense que les deux ont de l'intérêt. La ligne de démarcation idéologique entre les deux méthodes n'a pas de sens, selon moi. Je pense que la version protection du consommateur a de l'intérêt. Parce qu'il faut protéger les consommateurs. Le marché de la voyance, c'est un énorme marché qui rapporte énormément. Si les voyants affirment des choses qu'ils ne sont pas réellement capables de fournir, c'est un problème. Mais je veux dire, l'étude, essayer de voir si le psy existe réellement, ça c'est un tout autre domaine. Enfin, je veux dire, c'est une autre question qui n'est pas connectée à la première, quoi. Tout ce que je viens de dire, en fait, c'est aussi en relation avec un dernier point, qui est que finalement, mon impression, maintenant, bon, ça c'est avec les années, etc. Je n'ai pas vraiment découvert ça lorsque j'ai lu Brock pour la première fois. Mais quand je lis maintenant, quand je lis Brock, oui, j'ai l'impression que, premièrement, sa connaissance de la littérature parapsychologique n'est pas très importante, qu'il n'est pas aussi expert qu'il a l'air de vouloir se présenter. Et deux, j'ai l'impression qu'il représente de manière incorrecte, largement incorrecte, le débat scientifique sur la nature du paranormal. C'est-à-dire que les auteurs, même sceptiques que je lis, donc comme Ray Hyman, Richard Wiseman, Chris French, présentent les choses très différemment. Je veux dire, par exemple, dire qu'il n'y a aucune preuve en faveur de l'existence du paranormal, qui est quand même un peu... Je ne sais pas si Brock le dit clairement comme ça, mais c'est quand même le message qu'on retire. Hein. La parapsychologie, c'est la pseudoscience, donc tous les résultats parapsychologiques s'expliquent par de la fraude et de l'incompétence, etc. Donc l'idée qu'il n'y a absolument aucun élément qui donnerait à penser que d'authentiques phénomènes paranormaux existent, c'est faux. Je veux dire, il y a eu des publications depuis la fondation de la Société pour la recherche métapsychique en Angleterre jusqu'à aujourd'hui, des résultats qui semblent suggérer qu'il existe bien d'authentiques phénomènes paranormaux. Alors on peut être sceptique de ces résultats, mais c'est très différent de dire qu'il n'y a absolument aucun élément qui donnerait à penser que... Et d'ailleurs, encore une fois, si vous lisez ce que dit un Chris French, qui reste quand même mon auteur favori dans le sujet à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Encore un article récent de Wagenmaker, si j'arrive à prononcer son nom convenablement, qui s'appelle A Skeptical Eye on Psi, donc un œil sceptique sur le psy. Il explique, oui, si on prend les résultats actuels fournis par les parapsychologues pour l'existence du psy, et qu'on les regarde, par exemple moi je les regarde avec l'entraînement de base qu'on m'a donné en statistique, en psychologie, je veux dire, je devrais conclure que le psy existe. Les résultats, ils ont des méta-analyses positives, les résultats qu'ils donnent semblent convaincants. Alors on rejette ces résultats pour d'autres raisons, c'est-à-dire que, bien sûr, on sait que le paranormal n'existe pas, mais Wagenmaker, lui, en fait, comme il est sceptique, il va dire, en fait, ça la montre en réalité. On peut postuler que cela montre. Soit on dit, cela montre qu'il y a un problème dans la manière dont on utilise les statistiques en psycho, donc ça c'est un argument classique aussi qui date depuis très longtemps. Si les parapsychologues arrivent à prouver statistiquement l'existence du psy, c'est qu'il y a un problème avec les stats, parce qu'on sait tous que le psy n'existe pas. Évidemment, l'autre possibilité pour Wagenmaker, dire on utilise des statistiques bayésiennes et alors on utilise une plausibilité antérieure très très faible,
à cause du manque de mécanismes, donc on ne sait pas comment le psy fonctionnerait d'un point de vue physique, hein. Et donc si on utilise une plausibilité antérieure très très faible, même les résultats actuels de la parapsychologie ramènent à une probabilité que le psy existe réellement assez faible. Enfin bref, là c'est nouveau, je rentre dans les vrais débats sceptiques sur l'existence du psy, mais c'est un autre débat. Je veux dire, ça c'est des vraies discussions sur le débat en parapsychologie, mais c'est pas le genre de choses qu'on trouve chez Brock, c'est ça que je veux dire, hein. J'ai l'impression que comme il ne présente pas tout ça, tous ces contre-arguments, et on va me dire oui mais ça date des années 80, bla bla bla, ce qui est le point suivant dans ma discussion. Oui mais déjà dans les années 80 il y avait Rhin avait déjà fait des tas de travaux, enfin il y avait déjà des choses à discuter autres que ce que Brock nous discute, hein. Je veux dire on n'est pas dans, encore une fois, hein, la société métapsychique anglaise, elle date de la fin du 19e, donc il y avait une littérature surabondante. Bon évidemment je suis bien conscient que c'était l'ère d'avant Internet, qu'il était plus difficile de se procurer certains documents, ok. Hein. Mais bon, c'est toujours... Alors ça remet en cause toujours enfin dire, ok, ce qu'il écrivait était ok dans les années 80, mais pas ultérieurement, entre autres à cause de enfin bien que je pense que s'il avait vraiment voulu, il aurait pu s'abonner à la revue de la Société pour la recherche métapsychique anglaise, ou à l'association parapsychologique américaine, et recevoir la revue, s'il était vraiment motivé à lire cette littérature, quoi. Mais bon, c'est toujours le contre-argument de la bulle temporelle, hein. Ce qu'il a fait, c'était super dans les années 80, c'est le point suivant dans ma discussion. Donc, ce que faisait Brock, c'était super dans les années 80. Il y a une partie de cet argument qui est vrai. Pardon, ce contre-argument est vrai pour les années 80, c'est-à-dire que, ok, je veux bien admettre, c'est vrai, ce qu'il faisait dans les années 80, dans le monde francophone, c'était le seul à avoir essayé d'introduire le scepticisme scientifique. La question, bon, mon point, c'est toujours un peu de savoir est-ce qu'il a bien introduit ou pas, mais ça, c'est un autre problème. Donc dans les années 80, donc évidemment aux États-Unis, hein, Martin Gardner, le fondateur du mouvement sceptique contemporain américain, c'est les années 50, Houdini avant ça, donc évidemment, je veux dire, Brock n'est pas l'inventeur du bazar, hein. Mais donc en France, c'est vrai que c'était un peu le grand calme plat, et il a eu ce mérite-là probablement dans les années 80 d'essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Ok, ça granted, je l'accorde. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté aux années 80, hein. C'est qu'il est passé aux années 90, aux années 2000, et qu'on est en 2014, et qu'il est toujours dans des interviews pour Lazarus, etc. En fait, il est en train de faire un comeback via Lazarus. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Je veux dire, si vous le lisez, ces livres des années 80, et ce qu'il raconte maintenant, c'est grosso modo exactement la même chose. C'est le sang de Saint-Janvier qui nous refourgue à tous les coups. Son schéma sur la PK, son schéma de la dégression, de la diminution de la PK au fil du temps, parce que prétendument il y a des gens qui prétendraient que les statues de l'île de Pâques auraient été soulevées par psychokinèse. Hein, mais, bon. Ça, c'est tous les trucs qu'il a recasés tout au long de ces années. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution entre, je dirais, la fin des années 90, des années 80 et ce qu'il raconte maintenant. Donc on est 20 ans plus tard. Et c'est grosso modo toujours la même chose. Donc s'il avait mis à jour, hein, si s'était tenu au courant, etc., des nouveaux enjeux, etc., et je sais pas, qu'il avait continué à être dans le mouvement, ça aurait été bien, mais que 20 ans après, il nous refourgue les mêmes arguments, les mêmes sujets, etc., la même chose que dans les années 81, sans modification, sans mise à jour, rien, c'est un peu problématique, ça. Donc voilà, vous voyez, cet argument des années 80 tient moyennement la route selon moi. Oui, alors c'est Romois, donc en éditant un peu l'épisode du podcast, je me suis rendu compte que ça valait la peine que je sois un peu plus précis sur la question des informations qu'on a à propos du prix défi, où j'étais un peu vague sur ce qui était actuellement disponible sur les tests du prix défi. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles actuellement
sur le site du Cercle Zététique, hein, donc le défunt Cercle Zététique, qui était l'organisation qu'avait créé Paul-Éric Blanc-Rue, qui est aujourd'hui beaucoup plus célèbre pour ses positions politiques, on va dire que beaucoup jugeront problématiques concernant la Shoah, par exemple, et ses amitiés avec certaines personnes que nous ne nommerons pas, mais donc je veux dire, renseignez-vous sur Paul-Éric Blanc-Rue, hein, donc le fondateur du Cercle Zététique. Il a un site web qui s'appelle le Cercle Zététique, qui a plus été mis à jour depuis la fin de cette organisation, hein. Et donc il y avait un certain nombre de choses qui avaient été publiées sur ce site à l'époque à propos du prix Défi international. Oui, à noter que Paul-Éric Blanc-Rue a écrit quelques livres de zététique dont j'en ai lu un certain nombre, et en fait ils sont pas mal, hein, donc ça donne à réfléchir, hein. C'est intéressant de voir quelqu'un qui a écrit des bons livres zététiques et qui défend des positions politiques. Voilà, donc si la zététique c'est l'enseignement de la pensée critique, d'ailleurs si vous lisez certaines interviews, il y en a des très amusantes où Paul-Éric Blanc-Rue estime que ce qu'il pense à propos de la Shoah, c'est par l'application de la pensée zététique, hein, la pensée critique évidemment. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais donc c'est sur le site du Cercle Zététique qu'on a quelques informations sur le prix Défi. Si j'ai parlé de ça et de Paul-Éric Blanc-Rue juste avant, c'est pour dire qu'évidemment avoir ces textes-là concernant le prix Défi sur ce site-là est immédiatement extrêmement problématique, hein. Moi je pense qu'il faudrait demander à ce qu'ils soient retirés de site, ou je pense qu'il faudrait les publier ailleurs en tout cas, mais si les résultats ne sont publiés sur ce site-là, ils sont peut-être publiés ailleurs, hein, faudra les voir. Mais encore une fois, hein, je peux toujours postuler qu'il y a une information qui m'est échappée, hein, je suis pas omniscient. Mais en tout cas, immédiatement, si on googlise, ou bien par exemple sur la page Wikipédia d'Henri Brock, c'est vers le site du Cercle Zététique qu'on nous renvoie pour des informations à propos du prix Défi. Oui, donc les gars, il faut bien différencier cercle zététique et observatoire zététique, hein, c'est pas du tout la même chose. Les deux organisations se sont séparées il y a déjà pas mal d'années maintenant. De toute façon, le cercle zététique n'existe plus. Voilà, donc le texte, il y a plusieurs choses, plusieurs endroits où on peut trouver des petites informations, certains textes écrits par Blanc-Rue, d'autres par Brock, je pense. Donc il y a un texte qui, je pense, être Brock juste au style, hein, la manière dont c'est rédigé, qui s'appelle donc le prix un défi international de 200 000 €, médium, voyant, astrologue, radiesthésiste, sursis et autres sujets psy. Les scientifiques ont toujours gardé l'esprit ouvert, 15 années de test, 264 candidatures. Donc si vous googlisez 15 années de test, 264 candidatures, je pense que vous aurez, à ma connaissance, le texte le plus détaillé sur les résultats obtenus à propos du prix défi international de Brock, Majak et Théodore. Et donc on nous apprend qu'il y a eu 264 candidatures. Donc évidemment, la première chose importante à dire, c'est que 264 candidatures, ça ne veut pas dire du tout 264 sujets testés, comme on va rapidement le voir. Et alors, il y a un certain nombre de sujets pour lesquels on nous donne un peu plus d'informations. Donc j'ai compté, si je ne me suis pas trompé dans mon compte, il y en a 46, donc on a 46 candidatures sur 264 où on nous donne un peu d'informations à leur sujet. Et les informations qu'on va avoir, c'est par exemple, j'en prends un au hasard, hein, affirme avoir des facultés psychiques, demande si le laboratoire, entre guillemets, vous acceptez l'utilisation d'un dispositif destiné à la psychokinèse pour démontrer mes facultés psychiques, 9 janvier 2012, réponse positive du laboratoire, échange de courrier, dossier incomplet, formulaire manquant, aucune proposition concrète d'expérience de démonstration des facultés psychiques alléguées, dossier clos. Donc dans les 46 cas qui nous sont présentés, il y en a un certain nombre pour ne pas dire un nombre certain, qui sont en fait des abandons. Par exemple, on a
Un autre exemple, aucune revendication précisée, 29 janvier 2001, abandon. Donc ça c'est un candidature. Donc il y en a un certain nombre où apparemment il y a eu un test effectif qui a été réalisé. Et ce qu'on nous en dit, c'est par exemple, affirme en méditation être capable de percevoir la maladie ou l'infirmité dont souffrirait un individu qui lui est inconnu. 3 petits points, que la personne soit présente ou non à partir du nom, prénom, âge, sexe et lieu de résidence. 5 septembre 2000, testé en laboratoire le 25 mai 2001, échec complet. Et il y a quelques photos, quoi. Donc voilà, c'est le genre de rapport qu'on a. Par exemple, sur le dernier que je viens vous dire, évidemment, la méthodologie n'est absolument pas précisée. Pour le reste, je ne sais pas si on doit inférer que les candidats, donc quand on fait 264 moins 46, tous les candidats soient des candidats non testés, et donc que tous les cas testés présentés sur la page soient les uniques cas qui ont été réellement testés. À ce moment-là, ça en fait pas beaucoup, hein. Ça en fait une bonne quinzaine, 15-vingtaine. Il nous dit que ce sont quelques exemples, hein, donc je ne sais pas trop exactement s'il présente tous les sujets qui ont été testés. Alors il nous dit aussi les reculades très nombreuses et qu'il paraît inutile de rapporter en détail ici. Oui, donc oui, je sais pas. Donc c'est peut-être qu'en fait c'est tous des abandons, que tous les autres cas sont des abandons. Donc en fait au final il aurait dû réaliser en 15 ans une quinzaine de tests, enfin en moyenne un test par an, quoi. Quelque chose comme ça, grosso modo, parce que j'ai pas vraiment compté exactement le nombre de tests dont il parle ici. Voilà, juste pour être plus précis au niveau du prix défi, encore une fois, je veux dire, ce qui m'embête dans ces descriptions, c'est l'aspect très sommaire de la description des résultats. Le fait que ouais, c'est très sommaire à chaque fois. Encore une fois, j'en lis un autre. Un film pouvoir modifier son action psychokinétique, la fréquence ou l'amplitude d'une voix ou d'un signal sonore lors de l'enregistrement sur un magnétophone ou sur tout support. 19 octobre 2000, testé le 4 avril 2001 au laboratoire avec une gamme de fréquences très large, au choix du médium de 50 Hz à 12 000 Hz, échec complet. Voilà, on sait pas trop, il n'y a pas de revue de la littérature sur des prétentions similaires, il n'y a pas d'argumentation sur la méthodologie utilisée n'est jamais très détaillée, on ne sait pas trop ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il entend par échec complet, parce que bon, je veux dire, si quand on fait des tests de voyants avec par exemple, enfin je veux dire, quand on réalise des méthodologies où il y a des aspects statistiques, généralement par hasard, le médium pourrait avoir, ou le pseudo-voyant pourrait réussir à avoir des résultats positifs par hasard, donc c'est très rare que le sujet fasse, enfin je sais pas, si on lui demande de deviner des choses, qu'il fasse, je sais pas, un 0 sur 15, hein, enfin peu importe, hein, vous reprenez les protocoles de l'OZ classique, hein, je veux dire, généralement le pseudo-médium par hasard va quand même avoir l'un ou l'autre résultat positif dans le tas. Enfin voilà, donc si c'est ça son résultat détaillé, enfin je pense que c'est ça en fait, son résultat détaillé qui n'est en fait en réalité pas très détaillé. Ça, c'est pas très impressionnant, j'ai envie de dire, et de manière générale, si vous rejetez l'existence du paranormal parce que Brock a testé 15 voyants enfin 15 participants dans son prix défi, en grosso modo, ils ont fait des échecs complets sur base de protocoles qui sont pas vraiment détaillés. Voilà quoi, je pense que c'est pas génial en termes de pensée critique, hein. Je pense qu'on pourrait s'attendre à mieux. Aussi, il faut remarquer quand même il y a eu pas mal de discussions dans la littérature sceptique sur le ton, hein, qui est employé. Évidemment, le ton de Brock est extrêmement cassant, hein. Par exemple, pour désigner les parapsychologues qui le critiquent, il utilise le terme de parapsyphile, qui est un terme brockien, qui n'est jamais utilisé dans la littérature, hein. C'est en gros une insulte, quoi, hein. C'est une façon de dire, pour les imbéciles qui croient dans l'existence du psy, on va les appeler les parapsyphiles. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre encore,
dans le même tonneau. Voici les banalités que certains nous ont assénées, etc. Donc on est un peu loin du ton scientifique qu'on pourrait s'attendre d'un véritable article scientifique. Et encore une fois, je pense que si on fait ce genre de recherche, de ce genre d'études, une revue de la littérature, de ce qui a été fait de manière similaire auparavant, s'impose. Et puis bon, encore et toujours, la méthode scientifique passe nécessairement à mes yeux en tout cas, par la revue, par les pairs, par la publication dans une revue scientifique à comité de lecture, ce que n'est certainement pas le site web de Paul-Éric Blanc-Rue, quoi. Voilà, c'était juste pour être un peu plus précis dans ce que j'ai raconté auparavant, parce qu'évidemment, avec ce que j'avais raconté un peu auparavant, comme j'étais vague, je suis sûr que quelqu'un me renvoyait le lien en disant « Oh voilà, Henri Brock a fait un rapport extrêmement précis de son prix défi. » Non, j'avais lu cette page il y a des années, évidemment, déjà, je la connaissais depuis longtemps, mais entre le ton extrêmement cassant et l'absence de référence, de méthodologie précise, le fait que la grasse majorité des candidats, ce sont des non-tests, en fait, ce sont des refus ou des gens qui n'ont pas effectivement passé le test. Enfin voilà, j'étais pas énormément impressionné. À noter qu'évidemment la question des abandons se produit aussi pour James Randi, ça c'est un problème. Si on est une personnalité extrêmement critique du paranormal, avec un ton extrêmement cassant, qu'on appelle les gens des parapsyphiles, ou pour Henri Brock, ou des wouhou pour James Randi, c'est assez normal que les gens ne se poussent pas au portillon pour faire des expériences. Évidemment, si vous êtes un pseudo-voyant qui savait que vous utilisez des trucs de mentaliste, ça je suis bien d'accord, vous n'allez pas tester, vous n'allez pas accepter de vous faire tester, mais bon, la grande majorité des voyants, même dans une optique sceptique classique, sont sincères, ne savent pas qu'ils utilisent de la lecture à froid, etc. Et donc finalement, un test par an, c'est pas énorme. Je pense que l'Observatoire zététique a une politique très, très saine en matière de ton, concernant... et c'est un peu dommage qu'Henri Brock ne l'avait pas appliqué à l'époque, quoi. Encore une fois, si on a un ton cassant, voilà, quoi, c'est normal que... Je veux dire, si je suis au courant de qui il est, et que je suis un voyant sincère, même s'il se fourvoie lui-même, c'est normal, j'aurais pas envie de me faire tester. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire sur ce sujet. Et juste pour terminer, pour quelque chose que j'aime bien, oui, c'est vrai que c'était un point que je voulais dire, oui, parce que finalement, bon, on me dit oui, mais il a un laboratoire de zététique. Alors, l'argument c'est toujours oui, mais qu'est-ce qu'il fait dans son laboratoire de zététique, quel type de publication, enfin, on revient sur l'absence de publication, quel type d'études est-ce qu'il a fait dans son laboratoire, il n'y a pas de publication, il fait des conférences, donc son laboratoire ça serait plutôt un endroit de ça serait un laboratoire de vulgarisation scientifique, non je sais pas, ça n'a pas beaucoup de sens, mais donc ce terme de laboratoire, alors là le contre-argument classique c'est de me dire oui mais il est tout seul, d'accord. Bon, je pense que tout seul, en 20 ans, il aurait quand même pu mettre à jour certaines choses, ou venir avec de nouvelles idées, etc. Mais bon, peut-être que j'exagère, peut-être qu'il a fait des nouvelles choses que je suis pas très au courant, mais je veux dire, juste quand je vois ce que reprend Lazarus d'Henri Brock, par exemple son schéma sur la psychokinèse, il était dans la fameuse publication dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui date de la fin des années 80. Et donc on la remet chez Lazarus Mirage comme ça. Le 105 janvier, Lazarus Mirage a fait un épisode, ça date aussi de Perpète, quoi. Enfin, moi j'attends toujours de voir des nouvelles choses, quoi, en provenance de Brock, Moi je suis preneur, mais... Oui, donc qu'est-ce qu'il fait dans son laboratoire de zététique? Oui, il donne des conférences, ça c'est vrai, sur l'archéomanie. Bon, c'est pas vraiment de la recherche. Donc bon, il est tout seul, ok. Ouais. D'accord. Donc une des choses qu'il fait maintenant et qui est plutôt sympa, c'est la collection Chandelle dans les ténèbres. C'est vrai qu'il a publié pas mal de bouquins qui sont sympathiques. Un certain Nicolas Gauvry, et ça reste de la vulgarisation extrêmement vulgarisée.
Mais ça, c'est pas mal, quoi, c'est vrai, quoi. C'est sympa de publier la collection Chandelle dans les ténèbres. Voilà. Bah voilà, j'ai un peu fait... Donc, le point positif pour moi, c'est la Chandelle dans les ténèbres. J'ai un peu fait le tour. Encore une fois, je veux dire, c'est pas... Je suis un peu frustré sur ces discussions, parce que j'ai l'impression, souvent, les gens... Quand je parle du débat sur le paranormal, me citent Henri Brock comme si ça résolvait tout, alors que pour moi, ça résout rien du tout. Je veux dire, il engage tellement peu la littérature parapsychologique que si on me citait Ray Ayman ou Richard Wiseman, je serais déjà nettement plus convaincu, ou Chris French, mais Brock. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine frustration que... Enfin, pour moi, je pense qu'il y a... Mon idée générale, c'est que, avec tout ce que je viens d'expliquer, je pense que c'est important que le mouvement sceptique francophone dépasse Brock, quoi. Tout simplement, quoi. Et pour être parfaitement honnête, c'est vrai que quand j'ai créé mon blog en 97 et le podcast 1 ou 2 ans plus tard, mon idée générale c'était que Brock c'était terminé, quoi, puisque bon, il était très âgé, etc. Je pense qu'il était à la retraite quelquefois, de toute façon. C'est juste maintenant il est en train de faire un retour avec Lazarus et Nick Hawks et tous les gens qui gravitent autour de Lazarus Mirage et qui aiment beaucoup ce que fait Lazarus Mirage. Bon, dans les récentes vidéos de Lazarus Mirage, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins. Mais... Le problème, c'est toujours de comment est-ce qu'on vulgarise. Est-ce qu'on vulgarise de manière trop simplifiée ou pas. Et la connexion avec la politique est toujours un peu problématique selon moi. Mais... Oui, je pense que le mouvement sceptique devrait dépasser un peu Brock. Bon, apparemment, on est de nouveau plongé dedans à cause du succès de Lazarus. Voilà, donc, de toute façon, moi, comme je le dis toujours, je suis pas très fan de Brock. Ça veut pas dire que entre guillemets, je le déteste, hein, parce que ça, c'est un contre-argument. Oui, mais t'aimes pas Brock? Bah, ouais, enfin, j'aime pas Brock comme j'aime pas tous les gens que je critique, hein, ici ou là, comme August Mason, ou j'aime, enfin, c'est un argument bateau, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit toujours les ufologues défenseurs de l'hypothèse extraterrestre. Ouais, mais tu critiques August Mason parce que tu l'aimes pas, quoi. Enfin, tout est toujours ramené à de l'interpersonnel. Non, c'est pas de l'interpersonnel, c'est juste que je pense que le mouvement sceptique... Je crois que le but de ce podcast, enfin de tout ce que j'ai fait ces dernières années, que c'est le Scepticopub, le blog, etc., c'est d'essayer de rendre la communauté sceptique francophone plus sophistiquée, avoir des meilleurs arguments, avoir des meilleurs raisonnements, justement engager la complexité. Par exemple, vraiment engager le débat avec la littérature parapsychologique plutôt que d'être dans l'argument d'épouvantail tout le temps. Ou, enfin moi par exemple pour la contre-apologétique chrétienne, pour donner un autre exemple, quoi, plutôt que d'être dans se moquer de la religion et d'être dans des arguments qui volent au ras des pâquerettes, engager vraiment le débat avec ce que les théistes ont comme meilleur intellectuel, hein, pas comme c'est toujours. Est-ce qu'on prend des low hanging fruits, hein, des adversaires intellectuels faciles, ou est-ce qu'on va chercher le meilleur, quoi? Toujours casser du sucre sur les lignons, hein. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment le parapsychologue avec lequel on doit engager le débat? En plus, tu vois, Yves Lignon, c'est pas le pire. Il est plutôt copain avec la bande de l'OZ. Je veux dire, on peut toujours choisir de s'attaquer à des gens qui... Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, moi, quand je critique les ufologues, je prends Auguste Mason qui est physicien, Pierre Lagrange, sociologue. Je m'embête pas avec le blogueur du coin enfin... Donc voilà, je pense qu'il faut faire un peu évoluer les choses. Essayer d'avoir un mouvement sceptique qui est qui est moins idéologique, plus intéressé par le vrai débat d'idées. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.